Et c'est là en fait le point un peu de bascule, c'est là que tout va se jouer. C'est est-ce que Midjourney est un outil d'assistance à la création ou est-ce que c'est le créateur? Et c'est un peu ça tout le nœud du problème. Alors, et si on parlait des droits d'auteur aujourd'hui? Ça va être une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur cette chaîne, parce que là on va réagir à un sujet d'actualité qui concerne justement cette question des droits d'auteur. Alors je pense que je ferai une autre vidéo dédiée à l'histoire des droits d'auteur en France cette fois-ci, mais là je suis tombé sur cette histoire un petit peu par hasard, et je me suis dit que ça pourrait vraiment vous intéresser parce qu'on va prendre vraiment un cas concret. Alors je vous fais le pitch rapidement. En fait il y a une autrice de bande dessinée qui s'appelle Kristina Kashtanova, qui avait publié aux États-Unis une bande dessinée dont elle revendiquait les droits d'auteur. Donc initialement l'organisme qui gère les copyrights aux États-Unis avait validé tout ça, avait attribué les droits d'auteur à Kristina, mais dans un second temps en fait cet organisme s'est rendu compte que la bande dessinée avait été créée grâce à Midjourney, en tout cas les visuels évidemment. Et du coup, une partie des droits d'auteur qui avaient été initialement attribués à Kristina lui ont été retirés. Donc c'est cette histoire qu'on va voir en profondeur, et vous allez voir que c'est super intéressant parce que là c'est un cas concret, et il y a plein de subtilités. Franchement au début je pensais pas en faire une vidéo, puis en fait je me suis un peu passionné pour le truc entre guillemets. Donc on va voir l'histoire en détail sur mon écran, c'est parti. Alors est-ce que vous avez vu cette affaire qui concerne une auteure qui s'appelle Kristina Kashtanova? Alors on l'appellera Kristina, n'est-ce pas? Et en fait cette autrice américaine, elle a créé une bande dessinée qui s'appelle Zarya of the Dawn. Et en fait elle a déposé les droits d'auteur à l'office américain du copyright. Initialement c'était passé, et en fait la décision a été revue. Et du coup les droits d'auteur lui ont été retirés partiellement. Donc c'est ce qui est expliqué dans cet article, ça a fait un petit peu de bruit, il y a même quelques articles français qui en ont parlé. Et forcément la particularité de cette bande dessinée Zarya of the Dawn, c'est que les images viennent de Midjourney. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que donc le bureau des copyrights là aux États-Unis n'avait pas compris au début que les images avaient été uniquement créées sur Midjourney. Donc c'est ce qui est écrit ici. L'office déclare dans une lettre qu'il n'a appris qu'à posteriori que les images avaient été produites par Midjourney en observant des publications de l'autrice sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'en fait on a accès à toute la documentation, toutes les lettres des échanges entre l'avocat de Kristina et le bureau en fait des copyrights. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble, c'est pour ça que cette vidéo va changer un petit peu d'habitude. Ça sera un petit peu plus d'actualité, puis ça va aborder un sujet sur les droits d'auteur qui est assez compliqué. Alors là ça va concerner le droit aux États-Unis, mais je pense qu'en France on doit pas être loin de ça non plus, mais je ferai une autre vidéo sur le sujet pour les droits d'auteur en France et Midjourney. Déjà on va commencer par ça, et donc je vais vous montrer ces fameux échanges de lettres. Alors je vous mettrai le lien de la version anglaise, disons la version originale en description, et moi j'ai fait traduire le PDF forcément, parce que déjà que c'est un peu technique, alors si en plus je me le tape en anglais, je vous dis pas le bordel. Alors là voilà, en fait on a la réponse en date du 21 février 2023, vous voyez que c'est assez récent, du bureau des droits d'auteur des États-Unis. Alors je vous montre juste exactement l'intitulé exact, United States Copyright Office. Voilà, donc c'est un peu l'organisme dont le but est d'enregistrer les copyrights aux États-Unis. On va dire que c'est un petit peu l'équivalent de l'INPI en France, si on veut dire ça comme ça. Et alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors on va regarder, évidemment je vais pas tout vous lire, j'ai surligné en jaune, vous voyez les trucs les plus importants. Honnêtement au début je pensais pas faire une vidéo là-dessus, puis je me suis penché dessus, puis ça m'a vraiment intéressé, alors j'espère que vous aussi vous apprécierez. Alors je vous lis certains trucs. Donc là en fait ce paragraphe introductif ça explique que voilà, le bureau des copyrights aux États-Unis avait initialement accepté la demande d'enregistrement des droits d'auteur de l'œuvre de Kristina, il n'y avait pas eu de soucis, etc. Mais en fait ils se sont rendus compte après que les images avaient été créées sur Midjourney. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le bureau, on va l'appeler le bureau, d'accord, le bureau des copyrights, on va l'appeler le bureau, a reconnu que Kristina était l'auteur du texte. Alors je vais vous montrer la bande dessinée. Alors remarque qu'on aurait peut-être pu commencer par la bande dessinée directement. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Je finis juste le paragraphe introductif. En gros le bureau dit ok, Kristina est bien l'auteur des textes, et elle est également auteur de l'agencement, on va dire, de la bande dessinée. Voilà, c'est ça, la coordination et l'agencement des éléments écrits et visuels. En revanche, les images, donc là ils disent voilà, cette paternité est protégée par le droit d'auteur. En revanche, les images de l'œuvre ont été générées par la technologie Midjourney, ne sont pas le produit d'un auteur humain, et donc ne sont pas protégées par les droits d'auteur. Donc où est-ce qu'on va faire? Je pense c'est qu'on va d'abord regarder la bande dessinée rapidement. Alors la bande dessinée, vous pouvez la retrouver, vous pouvez la télécharger gratuitement sur un site qui s'appelle AIComicBooks.com, je vous mettrai le lien en description. Et là en fait vous avez plein de bandes dessinées que vous pouvez télécharger gratuitement, qui ont toutes été générées grâce à l'intelligence artificielle. Pas forcément Midjourney, mais ça peut être d'autres comme Dali, etc. Et donc là vous avez Zarya of the Dawn, donc la fameuse bande dessinée qu'on est en train d'étudier et qui fait polémique entre guillemets. Mais vous en avez d'autres, et peut-être que je vous en montrerai, parce que j'en ai téléchargé quelques-unes. Celle-là est vraiment terrifiante, elle est horrible, enfin elle est horrible dans le sens, enfin je vous montrerai, voilà, je vous tease un petit peu. Et celle-là est vraiment très bien, Summer Island, on la regardera aussi ensemble.
Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez télécharger certaines bandes dessinées pour vous inspirer, pourquoi pas. Et donc voyons ensemble cette bande dessinée, alors elle est très courte, hein, rassurez-vous, il y a 18 pages il me semble. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y avait marqué Midjourney sur la couverture, mais vous verrez que c'est précisé, enfin le bureau dit en gros, oui il y avait marqué Midjourney, mais ça voulait pas dire pour autant que la BD avait été faite sur Midjourney. Bon, on peut le comprendre, c'est pas faux, mais ils sont un peu cons quand même. Bref, donc en gros, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille au milieu de Central Park et qui sait plus qui elle est. C'est un peu un monde post-apocalyptique. Et il y a une carte postale qui tombe de sa poche. Elle se demande pourquoi elle se souvient pas de son nom, etc. Bref, on a quand même un personnage récurrent. Alors moi, le style, je suis pas hyper fan, mais je reconnais qu'il y a un gros travail évidemment pour avoir déjà essayé. Je sais que c'est vraiment très compliqué comme taf. Donc je vous passe le truc. Il y a vraiment des belles images, hein. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... il y a presque pas de personnages puisque c'est un truc post-apocalyptique. Ce qui fait que la difficulté est moindre, on va dire. Il n'y a pas d'interaction entre deux personnages récurrents. Enfin, quelque chose qui est très difficile à faire. Ça, par exemple, faire des images comme ça, je dis pas que c'est facile, mais bon, ça va quoi. C'est à la portée de tout le monde. Après, le personnage, il est ressemblant. En tout cas, le héros est ressemblant d'une image sur l'autre. Quelque chose qu'on sait faire, qu'on peut faire. Je vous l'ai appris sur la chaîne. C'est pas moche. Après, le style, il est particulier. Bon, là, j'avoue que ça fait un peu incrustation. La bulle, c'est pas dingue, mais bon. Je vais pas trop critiquer forcément parce que déjà ça a pas été fait, ça a été fait il y a plusieurs mois déjà. Ça se trouve c'était même pas avec la version 4 de Midjourney, donc déjà je trouve que c'est un bel exploit franchement d'avoir fait ça. Même si évidemment si je pense sur les détails, bah après les tenues vont changer un peu, les coupes de cheveux, enfin voilà évidemment bon c'est du Midjourney qu'on connaît le truc, c'est quasiment impossible d'avoir un truc fidèle. Là vous voyez bon après ça devient un truc un peu de science-fiction. Là les cheveux mi-courts, là les cheveux plutôt longs, voilà bon on connaît, là elle passe d'une tenue à une autre. D'ailleurs c'est pas ouf là, la tenue d'astronaute, je suis pas fan. Bref, après elle part sur une autre planète, l'image ici elle est vraiment magnifique. Et donc tout ça ce sont des images évidemment qui sont créées sur Midjourney. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, je peux vous dire que quand vous l'aurez téléchargé en 5 minutes c'est terminé. Ou elle rencontre quelqu'un sur une autre planète, elle a une leçon de vie, etc. Puis après elle va retourner sur Terre parce qu'elle a appris l'acceptation, c'est beau. Voilà, l'acceptation est le premier pas du lâcher prise, enfin quelque chose comme ça. Bon voilà, c'est pas incroyable, mais je salue évidemment Christina qui a fait un beau boulot, parce que sur Midjourney c'est quand même pas facile, donc bravo à elle, franchement. Et donc retournons à nos moutons, cette lettre du bureau du copyright là. Et voilà, donc je finis en disant que ils ont reconnu en gros la paternité du texte, de l'agencement, etc., mais pas des images, donc l'œuvre va être requalifiée, et ça on le verra après. Alors on continue. Voilà, donc là ils expliquent qu'en gros Christina a déposé l'œuvre en disant que c'était un comic book et qu'elle n'avait renoncé à aucune partie de l'œuvre. Donc j'imagine qu'elle a signalé lorsqu'elle a déposé son œuvre que tout lui appartenait, qu'elle détenait tous les droits d'auteur de l'œuvre. Ça, on a ça aussi en français quand vous publiez un livre sur Amazon KDP par exemple. Vous devez cocher une case indiquant que vous possédez bien tous les droits de l'œuvre que vous publiez. Et donc c'est seulement après, une fois que le bureau avait validé dans un premier temps, qu'ils se sont rendus compte en fait sur les réseaux sociaux que en fait l'œuvre elle avait été créée sur Midjourney. Donc voilà, ils disent que finalement la demande a été incorrecte ou substantiellement incomplète. Et donc ils vont requalifier l'œuvre, on va voir ça. Monsieur Lindbergh, donc ça c'est l'avocat de Christina, qui dit que ça devrait pas être annulé parce que Christina est bien l'auteur de tous les aspects de l'œuvre, Midjourney servant simplement d'outil d'assistance. Et c'est là en fait le point un peu de bascule, c'est là que tout va se jouer. C'est est-ce que Midjourney est un outil d'assistance à la création ou est-ce que c'est le créateur? Et c'est un peu ça tout le nœud du problème. Et a priori d'un point de vue juridique, on est plutôt sur le deuxième cas, c'est-à-dire que Midjourney est un outil de création et non un outil d'assistance comme Photoshop. Et on va le voir en détail un peu après. Là ils nous font un rappel sur la loi générale. Donc en gros en vertu de la loi, une œuvre peut être enregistrée si elle est considérée comme une œuvre originale d'auteur fixée sur tous les supports d'expression tangible, on s'en fout. La Cour suprême a expliqué que le terme original dans ce contexte comprend deux éléments, une création indépendante et une créativité suffisante. La notion de créativité revient souvent, on la voit ici, suffisamment de créativité. Il a conclu, donc le bureau, qu'il ne peut y avoir de droit d'auteur sur une œuvre dans laquelle l'étincelle créative fait totalement défaut ou est si insignifiante qu'elle est pratiquement inexistante. Après ça nous explique que en revanche les photographes, voilà c'était différent, les photographies sont protégées par les droits d'auteur parce qu'elles étaient représentatives des conceptions intellectuelles originales de l'auteur. Ce faisant, la Cour rejette l'argument selon lequel une photographie n'est qu'une reproduction sur papier des caractéristiques exactes d'un objet naturel ou d'une personne réalisée par une machine. Bon bref, ça c'est un petit peu chiant, mais c'est pour nous dire qu'en gros que quand t'es photographe, là quand tu fais une photographie, ça passe. T'es propriétaire des droits d'auteur, même si c'est une machine, un Nikon, un Canon, peu importe, qui a fait la photo. Donc ils se sentent obligé de réexpliquer un petit peu pour qu'on fasse bien la distinction entre une photo et une œuvre créée sur Midjourney par exemple. Donc là on revient sur le texte, donc ça on l'a déjà vu ensemble, le bureau convient que le texte
de l'œuvre est protégé par le droit d'auteur. De plus, le bureau estime que le texte de l'œuvre contient plus que le minimum de créativité. Voilà, hein, tout ça c'est un petit peu subjectif j'imagine. Et pareil pour la disposition des images, ça aussi on l'a vu tout à l'heure. Le bureau convient également que la sélection et la disposition des images et du texte dans l'œuvre sont protégeables en tant que compilation. Ok, donc ça sur ces 2 points c'est bon. Par contre pour les images, c'est mort. Alors ensuite, bon, je vous passe un peu tous les détails parce qu'ils font un récap un peu de ce qu'est Midjourney, comment ça marche, et sur Discord, qu'est-ce qu'un prompt, Imagine, machin truc. Voilà, Midjourney, ça part d'une image bruitée à 100%, puis après ça crée une image. Donc ça, je vous l'avais expliqué dans une vidéo, je vous la remettrai en fiche, ou alors sinon je vous mettrai en fiche la vidéo de Science Étonnante qui parle très bien du fonctionnement en fait de Midjourney, comment il fait pour créer ces images. Et là voilà, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il est dit en fait, il est pertinent ici, que selon sa propre description, Midjourney n'interprète pas les prompts comme des instructions spécifiques pour créer un résultat expressif particulier, parce que Midjourney ne comprend pas la grammaire, la structure, des phrases, des mots comme les humains. Il convertit à la place les mots et les phrases en morceaux plus petits appelés tokens, qui peuvent être comparés à ces données d'entraînement puis utilisés pour générer une image. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et également, et voilà, du coup il est dit, le processus par lequel un utilisateur de Midjourney obtient une image finale satisfaisante grâce à l'outil n'est pas le même que celui d'un artiste, un écrivain ou un photographe humain. Et là c'est là que tout se joue, je trouve, hein. Je pourrais le mettre en rouge. Le processus n'est pas contrôlé par l'utilisateur car il n'est pas possible de prédire ce que Midjourney créera à l'avance. Là vraiment, là on est vraiment dans le cœur du problème, et je peux comprendre parce que c'est vrai que en fait, bon, je dis pas que c'est la loterie, parce que le prompt évidemment joue un rôle très important, mais on ne peut pas prédire à 100% ce qu'on va obtenir, et c'est là-dessus que tout se joue. Donc là ça fait un petit récap, le bureau conclut que les images générées par Midjourney contenues dans l'œuvre ne sont pas des œuvres originales de l'auteur, protégées par les droits d'auteur. Et là ça revient, expliquant que l'office n'enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui ne fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d'un auteur humain, bien qu'elle prétende avoir guidé la structure et le contenu de chaque image, c'est vrai via les prompts. Le processus décrit dans la lettre de Christina indique clairement que c'est Midjourney et non elle qui est à l'origine des éléments traditionnels de la paternité dans les images. Donc après forcément ça tourne un peu en rond, il se répète beaucoup, hein. Plutôt qu'un outil que Christina contrôlerait et guiderait pour atteindre l'image souhaitée, Midjourney génère des images de manière imprévisible. Par conséquent, les utilisateurs de Midjourney ne sont pas les auteurs aux fins de droits d'auteur, etc., etc. Comme l'a expliqué la Cour suprême, l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur est celui qui a réellement formé l'image, celui qui agit comme l'inventeur ou le mastermind. En raison de la distance importante entre ce qu'un utilisateur peut ordonner à Midjourney de créer et le matériel visuel que Midjourney produit réellement, les utilisateurs de Midjourney n'ont pas suffisamment de contrôle sur les images générées pour être traités comme le mastermind toujours derrière eux, enfin pour les vrais auteurs quoi. Donc là franchement je pense que ça fait au moins 4 fois qu'ils répètent la même chose formulée différemment, mais bon je le répète parce que je pense que c'est peut-être un peu nouveau pour tout le monde, donc c'est important que ça rentre un peu dans les têtes. Et là aussi ça devient intéressant parce qu'ils disent que le fait que la production spécifique de Midjourney ne puisse pas être prédite par les utilisateurs rend Midjourney différent aux fins du droit d'auteur des autres outils utilisés par les artistes, comme par exemple Photoshop par exemple. C'est ce qu'ils écrivent là, en fait c'est différent. Et la vraie différence c'est ça, c'est que Midjourney est considéré comme un producteur alors que Photoshop par exemple est considéré comme un outil d'aide. C'est plus un support qu'autre chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Les utilisateurs de Midjourney n'ont pas de contrôle comparable sur l'image. Ok, ça fait 8 fois que vous le dites, merci beaucoup. Il est donc compréhensible que des utilisateurs comme Christina puissent prendre plus d'1 an à la conception de la création, ok, car ils peuvent avoir besoin de générer des centaines d'images intermédiaires. Oui, bon, alors après j'imagine que quelqu'un qui travaille un graphiste, je veux dire, j'imagine qu'il doit gommer 150 fois aussi ce qu'il a fait, donc bon, ça c'est un peu con, mais bon voilà, donc il répète un peu toujours la même chose. Les prompts fonctionnent plus comme des suggestions que des commandes. Oui et non, ça se discute, mais ok. Ah oui, ça c'est intéressant aussi ce qu'ils disent. Et bon, on peut peut-être pas leur donner tort là-dessus. Ils disent que voilà, si Christina avait chargé un graphiste de produire une image donc contenant, enfin en gros le contenu des prompts quoi, bah Christina ne serait pas l'auteur de cette image. Donc en fait là ils sont en train de comparer un graphiste à Midjourney, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'ils poussent un peu sur cette fin de paragraphe, mais en gros ils disent que voilà, si Christina avait saisi une requête sur Google Images par exemple, et que les images renvoyées étaient très proches de ce qu'elle avait écrit, bah elle ne pourrait pas se revendiquer comme étant la propriétaire des images renvoyées par Google Images. Bon, pourquoi pas, mais je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais admettons. Là ils expliquent que même si elle a passé beaucoup de temps, bon bah voilà, ça fait pas d'elle l'auteur des images. Voilà, le bureau ne tiendra pas compte du temps, des efforts ou des dépenses nécessaires pour créer l'œuvre, ok. Et aussi autre chose qui est intéressant, alors ça c'est un autre volet, c'est est-ce que les images qu'on crée sur Midjourney, après si on les retape sur Photoshop par exemple, est-ce que du coup elles nous appartiennent maintenant? Et là, alors bon, là c'est vrai qu'on peut pas leur donner de tort non plus. Là en fait on a l'image avant Photoshop et après Photoshop. Alors je peux zoomer encore un peu je pense. Hop là. Bon effectivement voilà, vous pourrez faire pause sur l'écran, mais à part au niveau de la bouche, franchement c'est très léger les retouches qui ont été faites sur Photoshop. Et ils disent voilà, les modifications apportées à la bouche de Zarya, donc l'auteur,
enfin l'auteur, le personnage principal je veux dire, en particulier sa lèvre supérieure, sont trop mineurs et imperceptibles pour fournir la créativité nécessaire à la protection du droit d'auteur. Là-dessus je veux bien les croire. En revanche, ce qui est dit après c'est intéressant, l'Office enregistrera les œuvres contenant des éléments autrement non protégeables qui ont été édités, modifiés ou autrement révisés par un auteur humain, mais uniquement si la nouvelle œuvre contient une quantité suffisante, on va dire, d'édition pour être elle-même éligible à la protection du droit d'auteur. Voilà, la version anglaise c'est Sufficient Amount of Original Authorship, donc authorship ça serait plutôt la paternité, donc ce que j'en conclus c'est quand même que si jamais on crée une image sur Midjourney et qu'après on la retape vraiment beaucoup sur un logiciel comme Photoshop par exemple, bah, on pourrait détenir les droits d'auteur, mais là encore il doit y avoir une question d'équilibre, mais là effectivement je comprends que pour le cas présent, franchement le changement sur Photoshop il est vraiment minime, donc je peux comprendre là la décision pour le coup avec cet exemple concret. Voilà, bon après pour la conclusion, en gros ils disent que voilà, si dès le départ le bureau avait su que la BD avait été créée, enfin les visuels en tout cas avaient été créés sur Midjourney, ils auraient restreint la demande en excluant les éléments générés par la technologie de l'IA, et donc il va y avoir une requalification en tant qu'œuvre littéraire non publiée. Le nouvel enregistrement exclura explicitement les œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle. Voilà, il va avoir un nouveau certificat, bref ça on s'en fout un petit peu. Et ensuite, bon bah ça c'est le récap, parce qu'après il y a les autres courriers, il y a le courrier de l'avocat aussi, donc je vais pas tout vous lire parce que là, déjà ça fait un petit moment qu'on en parle, mais juste 2-3 trucs. Voilà, le mot Midjourney apparaît sur la page de couverture d'une œuvre, ne constitue pas un avis au bureau qu'un outil d'IA a créé la partie ou la totalité de l'œuvre. Donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a marqué sur la couverture ici Midjourney que c'est une indication suffisante qui signifie que voilà, toutes les créations ont été faites sur Midjourney. Je peux comprendre, ça aurait pu être un pseudo par exemple. Hop, et juste je vais vous montrer, parce qu'après il y a la lettre de l'avocat aussi de Christina, il y a juste un truc quand même que je voudrais voir avec vous qui était intéressant, hop c'est ici, l'avocat rebondit sur l'histoire des éditions sur Photoshop, et il dit voilà, Christina a utilisé le service Midjourney, Photoshop et Comic Live 3 pour créer cette image et la placer dans l'œuvre, mais elle aurait pu créer exactement la même image en utilisant des outils similaires déjà inclus dans Photoshop. Il existe un plugin appelé Stability qui intègre la fonctionnalité de génération d'images alimentées par l'IA directement dans Photoshop. Des outils similaires de génération de contenu alimentés par l'IA sont disponibles dans Photoshop depuis des années. Les fonctions de recadrage et de placement auraient pu être entièrement exécutées dans Photoshop, mais Christina, comme de nombreux autres artistes aujourd'hui, expérimentait les nouveaux outils génératifs pour explorer leurs capacités. Le choix de Christina d'utiliser un outil plutôt qu'un autre ne devrait avoir aucune incidence sur la protection par le droit d'auteur de sa production créative. Si cette image aurait été protégée par le droit d'auteur si elle n'avait utilisé que Photoshop, elle devrait également l'être en utilisant des outils tels que le service de Midjourney. En gros là ce qu'il explique c'est que y a des outils de génération d'images sur Photoshop depuis des années et ça n'a jamais posé de problème, et donc si Christina avait fait sa bande dessinée via ces outils d'intelligence artificielle proposés par Photoshop, ça n'aurait posé aucun souci, ça aurait été protégé par les droits d'auteur. Or là comme elle a utilisé Midjourney, quelque chose d'un petit peu nouveau, et ben là ça passe pas. Donc c'est intéressant comme ouverture, et ça c'est une lettre qui a été envoyée avant la réponse que je vous ai lue, donc a priori il n'en avait absolument rien à foutre, mais je tenais quand même à le préciser. Voilà, donc on a fait le tour pour cette longue lettre. Alors j'espère que ça vous aura intéressé, alors ça change un peu de l'ordinaire évidemment, j'espère que vous n'aurez pas décroché. Avant de conclure quand même, je voudrais changer un tout petit peu de sujet juste pour revenir sur ce site AI Comic Books. J'en ai téléchargé quelques-unes de ces bandes dessinées, franchement il y en a qui sont vraiment pas mal. Je voudrais juste vous en montrer une ou deux. Alors on a déjà vu Zarya of the Dawn, il y en a une qui est archi chelou, alors je vais vous la montrer vraiment vite fait, celle de Brian Martinez là qui s'appelle Lung Flower. Alors lui, cet auteur, visiblement, il faisait déjà des trucs dans l'horreur, la science-fiction, etc. Mais alors là, franchement, ce truc, il m'a foutu hyper mal à l'aise. C'est très, très, très chelou. Après, c'est beau, hein. Enfin, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Mais les personnages, franchement, tout fait flipper là-dedans. L'ambiance est archi glauque. Je sais pas ce qu'il a utilisé comme style, mais franchement c'est assez terrifiant quoi. Les gens ils ont pas de tête, enfin c'est trop chelou ce truc, c'est vraiment chelou. Mais il y a du taf en tout cas. Là c'est clair, regardez-moi ça, putain mais c'est monstrueux ce truc. Mais ce que je note quand même c'est qu'il n'y a pas ici de personnages récurrents non plus, donc entre guillemets c'est plus simple parce qu'en fait c'est plein d'images qui sont assemblées, mais il n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas d'interaction entre deux personnages récurrents, donc ça simplifie un petit peu la tâche en fait. Il n'y a pas de héros quoi. Lui on le revoit nulle part par exemple. Putain mais regardez-moi ça quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas lu, j'ai même pas vu toutes les images, je les découvre un peu en même temps que vous. Moi c'est pas trop mon délire ce genre de truc, alors c'est beaucoup de taf, hein, mais bon, j'ai pas trop envie de le lire j'avoue. En revanche celui que j'ai lu et qui est vraiment pas mal, c'est celui-là, Summer Island de Steve Colson. Et celui-là il est vraiment pas mal du tout. En fait c'est l'histoire un peu d'un photoreporter qui va sur une île
où il y a une espèce de pèlerinage avec une sorte de secte en fait qui va vénérer un dieu en faisant des sortes d'offrandes. Et là une fois encore c'est malin parce que vous voyez ici, donc en gros il dit que c'est en 1973 et que le narrateur est un photographe freelance en fait qui va couvrir un événement quoi. Et ce narrateur, ce photographe freelance, on ne le voit pas de toute la bande dessinée. C'est-à-dire que du coup il n'y a pas de personnage récurrent en fait, puisque c'est bien foutu, mais en fait c'est le gars qui parle et on ne le voit jamais. Alors après les images sont magnifiques, j'aime beaucoup le style, mais on ne retrouve pas les personnages tout au long de la BD, ce qui fait que là aussi entre guillemets c'est un peu plus simple, mais pourquoi pas, c'est peut-être un style de BD, moi j'en lis pas assez. Peut-être qu'on peut créer plein d'histoires en fait sans forcément avoir de personnages récurrents, peut-être. Par personnage récurrent j'entends héros, hein, bien entendu, quelqu'un qu'on verra tout le temps. Mais tout ça c'est très très beau, alors je vous passe un peu. Alors c'est vrai qu'il y a un peu ce personnage qui revient souvent, et il y en a plusieurs. Bon après c'est des jeunes filles blondes, c'est peut-être pas si compliqué que ça à faire. En revanche juste la fin, je vous spoil pas trop, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de grande structure faite en bois, en branches de bois, qui à la fin va être brûlée pour avoir une sorte d'offrande, etc. Et la progression du feu, voilà, à la fin c'est fait en couleur, en plus je trouve ça vraiment très très beau. Et en fait les habitants commencent à mettre le feu à la structure en bois, et on voit là, vous voyez, le feu commence à prendre, et la structure après elle est quasiment identique à chaque fois. Vous voyez, les flammes commencent à grimper, c'est vachement beau, ça fait très bande dessinée là pour le coup. Alors c'est pas un personnage récurrent, c'est une structure récurrente, j'avais pas pensé à ça, pourquoi pas. Mais c'est magnifique, franchement, je peux dézoomer pour vous montrer. Voilà, franchement je trouve ça super beau, la fin, enfin bref, voilà, je vous spoil pas trop si vous voulez la lire. Et en fait là voilà, il explique que toutes les illustrations ont été faites sur Midjourney, et que à la base, en fait ça a été fait sous forme de photoreportage, pareil sur Midjourney. Vous voyez, il explique: The story itself start life as a photographic exploration using Midjourney to create an essay in the style of 1973 movie. Bref, voilà le nom du truc. Et après, une fois qu'il avait fini cet essai, il s'est demandé s'il pouvait le faire sur Midjourney, mais dans un style complètement différent. Et donc ça a donné ce qu'on vient de voir ensemble. Alors qu'en réalité, la première version, bah, c'était ça. C'était sous forme d'espèce de photoreportage réaliste, pareil, créé sur Midjourney. Donc le gars l'a d'abord fait sous ce format-là, et ensuite il l'a fait sous forme de BD, comme on l'a vu avant. Donc franchement, gros respect à lui. Je me souviens pas de son nom. Steve Colson, voilà, c'est Steve Colson, donc Summer Island, vous allez le trouver sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, et franchement, ça j'ai bien aimé. L'histoire était sympa, les dessins sont magnifiques, il y a un gros travail de fait, donc voilà. Écoutez, c'est tout. Je vous mettrai tous les liens en description, puis bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, parce que ça change un peu de l'ordinaire. Et ça nous permet un peu de débroussailler un petit peu cette histoire de droit d'auteur qui a l'air quand même d'être un beau bourbier, on va pas se mentir. Voilà, bah félicitations si vous êtes encore là. Je sais que c'était une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. C'était un peu plus technique, là c'est vrai qu'on n'était pas en train de voir des techniques pour progresser sur Midjourney. Mais après tout, j'imagine que si vous êtes sur cet outil, c'est peut-être que vous avez quelque chose derrière la tête, peut-être que vous voulez commercialiser vos créations. Et du coup, je me suis dit que ce cas concret pouvait aussi vous intéresser. Donc dites-moi déjà dans les commentaires si jamais ce genre de format vous intéresse, un petit peu plus actu. D'autre part, je vous rappelle que j'ai toujours 2 ressources que vous pouvez télécharger gratuitement en description. Vous avez d'une part un article qui s'appelle 10 astuces pour optimiser votre travail sur Midjourney, et de l'autre des centaines de styles, d'artistes, époques, etc. qui sont acceptés par Midjourney. C'est vraiment une ressource hyper utile. Tout ça, c'est les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez aller plus loin suite à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sachez que j'ai créé une mini bande dessinée grâce à mes créations sur Midjourney. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue.